Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers étudiants, j'espère que vous allez bien et en parfaite santé. Et bienvenue à l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle. J'ai le plaisir de mettre entre vos mains cette première vidéo d'enseignement à distance du module informatique 1, faisant partie d'une série de vidéos envisagées pour ce module, destinées aux étudiants de première année et qui seront mises en ligne à fur et à mesure de notre avancement. Ne me reste avant de commencer que de vous souhaiter une très bonne chance dans vos études universitaires. Il s'agit dans ce module très important pour votre cursus universitaire de vous introduire dans le domaine de la programmation informatique par le biais de l'initiation à l'algorithmique, en vue de l'apprentissage d'un langage de programmation dans une seconde étape. En fin du premier semestre, vous serez apte à écrire vos propres algorithmes dédiés à la résolution de problématiques diverses de niveau moyen. Nous allons, Inch'Allah, travailler sur ces objectifs en progressant pas à pas dans le contenu riche de ce module. Et justement, le programme officiel du module Info 1 est donné en résumé dans cette table des matières. Remarquons qu'une bonne partie de ce programme, plus de 70% environ, est dédiée à la conception algorithmique, visée principale de ce module, comme nous allons le découvrir. Reste à souligner que les enseignements à ce niveau sont très enchaînés et leur compréhension dépend du bon suivi, mais surtout sans aucune rupture de toutes les sections de ce cours qui seront dispensées. Commençons par le premier chapitre, intitulé « Bureautique et technologie web », qui vise l'exploration par l'étudiant du monde de l'informatique dans des aspects qui ne lui étaient pas connus auparavant. Il s'agit de donner un bref aperçu des avancées technologiques dans ce domaine, tout en insistant sur l'architecture de base d'un ordinateur, sans oublier bien sûr tout ce qui va avec, comme les logiciels systèmes, indispensables au bon fonctionnement d'un ordinateur. Voici une liste des points à traiter résumant ces objectifs en rubrique. Vous pouvez bien sûr fixer cette diapositive et la lire attentivement. Remarquez que les sections 4 et 5 sont très importantes puisqu'elles touchent les parties tangibles de ce contenu. Le terme informatique est un néologisme qui peut être décomposé en deux parties. Le sous-mot infor qui provient de information et le sous-mot matique qui provient de automatique. Et on découle cette fameuse et universelle définition qui veut dire que l'informatique est le traitement automatique de l'information ou data processing en anglais. Au sens large, l'informatique peut être vue comme une science formelle dont l'objet est le calcul dans toutes ses formes. Autrement dit, toute forme de traitement de l'information par une machine programmable. Et c'est de là justement que provient le terme anglais computer, venu du français computation, qui veut dire le calcul intensif. On comprend vite que l'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industrielle. Voici quelques exemples d'informations qui peuvent être traitées de manière automatique. Et quelques exemples de machines programmables comme un PC, un mini-ordinateur, un smartphone ou un API ou automate programmable industriel. Faisons un peu d'histoire. Le premier ordinateur électronique au monde daté de 1946, c'était l'ENIAC qui a servi dans l'armée américaine dans le calcul des trajectoires des projectiles. Mais le premier ordinateur similaire à ceux de nos jours était l'EDVAC, basé sur le fameux modèle d'architecture d'ordinateur de von Neumann, toujours en usage. À partir des années 60 sont apparus les premiers langages de programmation de haut niveau, comme l'incontournable dans les calculs scientifiques à l'époque, le Fortran. Mais les plus grandes percées technologiques de cette période étaient sans doute l'invention de la microprogrammation et les premiers systèmes à base de disques durs sortis par le géant américain de l'informatique IBM. Les années 70 ont été marquées par une révolution mondiale dans le domaine de l'électronique, le circuit intégré.
et les puissants processeurs de l'époque qui dotaient les premiers ordinateurs très sollicités par les administrations publiques et beaucoup de grandes universités mondiales, malgré leur prix très élevé. Le premier microprocesseur a été inventé en 1969 par le leader des processeurs et chipsets Intel, ce qui a permis l'émergence des premiers PC vers 1973. Ces derniers ont vite fait l'objet d'une grande popularité. Et pas trop loin a commencé l'ère des supercalculateurs, autrement dit des ordinateurs à capacité gigantesque dédiés aux calculs scientifiques intensifs. Citons par exemple le domaine de l'intelligence artificielle et bien d'autres innombrables applications. Enfin, la génération des ordinateurs actuels qui débutait aux environs de la dernière décennie du siècle précédent et qui ne cesse de nous surprendre par ses avancées technologiques. Avec la baisse des coûts des composantes informatiques, les ordinateurs ne cessent d'être de plus en plus performants et en vitesse de traitement et en capacité de stockage. C'est une nouvelle ère informatique qui a révolutionné la société humaine et ses activités, notamment avec l'expansion sans merci du réseau mondial d'Internet et la généralisation d'applications de plus en plus portables et intelligentes. Cette section va nous positionner dans le vif de notre sujet. Faisons de notre mieux et commençons par préciser que le terme ordinateur vient du mot ordre. Cette appellation, très utilisée, a en fait remplacé le mot calculateur peu à peu abandonné. On comprend vite qu'un ordinateur ne fait en réalité qu'exécuter des ordres bien définis dans un programme informatique. Ceci crée le besoin de deux parties fonctionnant en synergie, la composante matérielle dite hardware et la composante logicielle dite software. La première concerne la machine abstraite ou propre et toutes ses composantes physiques. Quant à la seconde, elle représente l'âme de la machine, c'est-à-dire les programmes qui vont la faire tourner. Commençons par la partie matérielle. Essentiellement, trois types de composantes forment un ordinateur. Il s'agit avant tout d'un processeur et d'une mémoire pour rendre cette machine capable de traiter l'information. Mais cet ordinateur ne peut communiquer avec l'extérieur que s'il dispose de ce qu'on appelle les équipements périphériques ou tout simplement les périphériques. Les mémoires d'ordinateur sont de trois types, souvent existant sur la même machine, à savoir la RAM, la ROM et la mémoire cache. Quant aux périphériques, ils peuvent être ou des périphériques d'entrée-sortie ou des périphériques de stockage. Nous allons, chers étudiants, dans ce qui va suivre, mettre plus de lumière sur toutes ces composantes dans le but d'une compréhension suffisante du fonctionnement d'un ordinateur. Commençons par la RAM, Random Access Memory, ou mémoire à accès aléatoire. Premièrement, c'est la mémoire centrale d'ordinateur. Et sur cette mémoire que justement s'effectuent les modifications des valeurs des données dues au traitement. C'est comme une feuille de brouillon chez les humains. Généralement, la RAM contient et les programmes et les données en même temps, appliquant ainsi le principe de von Neumann évoqué en diapositive 8 au début de cette vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun besoin de deux RAM sur un même ordinateur, si on peut dire. La RAM est une mémoire vive parce qu'elle permet les deux, la lecture et l'écriture de l'information. C'est-à-dire qu'on peut consulter le contenu et enregistrer sur cette mémoire. Nous allons reprendre ces deux opérations avec plus de détails comme nous le verrons. Autre information, les mémoires RAM sont dites volatiles, puisqu'elles perdent leur contenu à la coupure d'énergie. C'est pour cette raison que nos PC redémarrent tout simplement à la moindre rupture du courant électrique. Expliquons maintenant la manière par laquelle les informations sont disposées dans une RAM. Il faut dire que leur organisation est tout simplement faite en mot mémoire de 8, 16, 32 ou 64 bits, sachant qu'un bit est un digit de valeur 1 ou 0, en logique vrai ou faux. Cet exemple schématisé
montre une RAM de largeur 8 bits, autrement dit, ces cases ou mots mémoire sont de 8 bits chacune, où chaque case est pointée par ce qu'on appelle une adresse mémoire, qui n'est autre que le numéro d'ordre de cette case dans la RAM. Quant à sa capacité, elle est comme montré dans l'exemple de capacité n, qui n'est autre que le nombre total des cases de cette mémoire. Unité de mesure de l'information. Nous savons que le bit est la plus petite unité de mesure de l'information. Sa valeur est ou bien 1 ou bien 0, comme nous l'avons dit. L'octet n'est autre qu'une suite de 8 bits consécutifs, et c'est le byte en anglais. Les mesures de quantité d'information peuvent aisément être faites comme suit. 1 kilo-octet est l'équivalent de 1024 octets provenant de 2 à la puissance 10. 1 mégaoctet, c'est 1024 kilos, soit 2 à la puissance 20 octets. De la même manière, 1 gigaoctet n'est autre que 1024 mégas, et c'est donc 2 à la puissance 30 octets. Vous pouvez aisément comprendre ce qui reste de ces conversions en appliquant le même principe. La photo d'en face montre quelques barrettes de mémoire RAM de différentes capacités. Expliquons maintenant les deux opérations possibles sur une RAM, à savoir la lecture et l'écriture. Mais avant d'arriver à ça, il faut bien souligner que le contenu d'une RAM, ou bien d'une mémoire, ne peut être modifié que par le processeur. Le processeur peut donc effectuer une lecture sur la RAM, c'est-à-dire une copie du contenu d'une case ayant son adresse, ou une écriture, ce qui consiste à modifier le contenu d'une case en l'écrasant par un nouveau mot contenant la nouvelle valeur binaire. Passons maintenant vers un autre type de mémoire, aussi important que le premier. Il s'agit des mémoires de type ROM, Read Only Memory, ou mémoire à lecture seule. Comme leur nom l'indique, ces mémoires ne permettent pas les opérations d'écriture et c'est pour cette raison qu'elles sont dites mortes. Mais elles présentent l'avantage d'être permanentes, c'est-à-dire qu'elles gardent bien leur contenu sans aucune alimentation électrique. Et c'est pour cette raison justement qu'elles sont utilisées pour contenir de manière durable les programmes essentiels des entrées-sorties, nécessaires à l'amorçage d'un système, plus clairement au démarrage d'un ordinateur. Ces programmes sont mentionnés sur cette diapositive sous le nom de BIOS, le fameux Basic Input Output System. Reste à compléter cette étude par la description du rôle d'une mémoire cache dans un ordinateur. Il s'agit souvent d'une petite mémoire vive placée en intermédiaire avec une RAM, le plus proche possible du processeur, permettant ainsi de faire des gains considérables en temps d'accès à cette mémoire. Nous arrivons maintenant au cœur battant d'un ordinateur, le CPU, Central Processor Unit, ou unité de processeur central, noyau de n'importe quelle machine programmable. En effet, ce circuit électronique complexe est responsable de l'exécution de toutes les instructions qui peuvent être contenues dans un programme. Ce schéma montre qu'un CPU est composé d'au moins deux parties fonctionnelles, c'est illustré sur le deuxième rectangle en bleu. Notre ordinateur tel que décrit jusqu'à présent ne peut être d'utilité sans un matériel lui permettant de communiquer avec le monde extérieur. En effet, le besoin de la réception de données en entrée et de la restitution des résultats en sortie implique sans aucun doute l'usage de dispositifs de transfert appelés périphériques. Généralement, les périphériques sont de deux types. Les périphériques d'entrée-sortie responsables de l'échange de l'information dans les deux sens et les périphériques de stockage jouant le rôle de mémoire externe comme nous le verrons. Cette photo montre quelques périphériques d'entrée très usuels comme le clavier, périphérique d'entrée standard, la souris et la webcam, et des périphériques de sortie comme l'écran, périphérique de sortie standard, l'imprimante et les enceintes. Reste à préciser qu'il existe des périphériques fonctionnant dans les deux sens, c'est-à-dire en entrée et en sortie, comme un modem ou un écran tactile à titre indicatif.
En ce qui concerne les périphériques de stockage, qui sont des mémoires externes, citons par exemple le disque dur interne en photo dont un bon nombre des PC d'aujourd'hui et le disque dur externe très utile dans les copies de sauvegarde, sans oublier bien sûr les cartes mémoire devenues parmi les mémoires externes les plus utilisées en informatique mobile. Enfin, arriver aux composantes logicielles d'un système informatique. En résumé, un logiciel ou software en anglais est un ensemble de séquences d'instructions ou programmes pour être plus clair, déterminant les tâches à être effectuées par un ou plusieurs ordinateurs dans le but d'une utilité fonctionnelle, comme la gestion de la scolarité par exemple. Cette figure montre les composantes logicielles définissant la structure de la plupart des logiciels en normes d'aujourd'hui. Elle montre également que les logiciels informatiques sont de deux grandes familles, les logiciels applicatifs et les logiciels système. Les logiciels applicatifs sont destinés à être utilisés directement par leurs utilisateurs afin de réaliser des tâches applicatives comme les éditeurs de texte ou les applications de messagerie vocale, par exemple. Remarquez sur cette diapositive l'outil Sage Compta qui est une application de comptabilité. Les applications système qui, comme leur nom l'indique, sont responsables du bon fonctionnement de la machine. Citons à titre indicatif les systèmes d'exploitation très connus comme Windows, Macintosh ou Linux, dotant une bonne partie des PC d'aujourd'hui. Sans oublier bien sûr le fameux Unix qui a toujours fait tourner pas mal de grands ordinateurs. Reste à mentionner à ce niveau qu'il existe des logiciels système bien spécialisés appelés drivers ou pilotes. Ces logiciels garantissent le fonctionnement cohérent des équipements informatiques tels que les périphériques et offrent justement une interface d'utilisation aux autres logiciels qu'ils soient systèmes ou applications. Chers étudiants, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que j'ai été le plus clair possible et que le message est arrivé. Il ne me reste que de vous souhaiter une bonne rentrée universitaire en espérant vous voir très prochainement à l'IMSI pour continuer ensemble sur le chemin de la science avec des pas sûrs et confiants. Et merci à tous et à toutes pour le suivi de cette vidéo. Vous pouvez me contacter en cas de besoin de détails ou d'informations sur mon mail qui est affiché sur cette belle photo d'ordinateur. Shukran lakum fi amanillah.